Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour un Ginji TR rubrique jeu de rôle. Donc là, on va traiter le sujet de est-ce que le crunch existe vraiment dans le jeu de rôle ou est-ce une excuse? Ça commence très très bien. Donc, alors, petit contexte. J'avais vu une vidéo il y a plusieurs moments de ça de François Le Temps de la chaîne JDR Détente qui parlait d'un sujet, une question qui avait été posée, c'était un jeu qui a une belle proposition mais qui est inutilement compliqué. Et c'est un truc que d'ailleurs je vais aborder à un moment donné. Et du coup, à un moment donné, il a été question où en fait il a parlé d'une variante de DC. Enfin, les droits de DC et Mutant Masterminds a pu faire un truc autour de DC. Je connais le truc puisque il y a une page, enfin un dos de couverture d'un jeu en PDF concernant Mutant Masterminds qui évoque ce fameux livre que je n'ai pas. Je ne sais pas s'il est accessible à un endroit en particulier. Je voudrais bien l'avoir parce qu'il y a la troisième édition de Mutant Masterminds. Il me manque certains livres et je voudrais bien l'avoir, ça. Et puis il parlait de imaginer un personnage aussi compliqué que Superman qui doit être géré. Donc ne vous inquiétez pas, de toutes les façons pour Mutant Masterminds, la rubrique, je vais faire une vidéo dédiée pour expliquer est-ce que Mutant Mastermind est un jeu crunchy. Spoiler, non ça ne l'est pas. Bref, alors, donc un jeu crunchy, comment on pourrait le définir? Alors, selon les définitions que j'ai entendues et des vidéos que j'ai vues depuis le moment où je me suis mis sur YouTube et que je parle de jeu de rôle, je dirais que si tu écoutes les gens, un jeu crunchy c'est un jeu qui est tellement lourd qu'il est éprouvant pour le joueur ou le meneur de jeu, ou les deux, à tel point que vouloir essayer de gérer, s'informer ou composer avec ce jeu est extrêmement difficile. La définition m'a l'air bonne. Hein. La définition m'a l'air bonne. Et du coup, je me suis posé la question, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeu est crunchy et est-ce que c'est vraiment un truc qui est tangible? Alors j'ai commencé à faire un point. Je me suis dit, déjà, commençons par avoir deux notions dans le jeu de rôle. Moi, ce que j'appelle le seuil et l'influence. Le seuil, c'est le seuil de réussite. Le fait que, comment on fait pour réussir? Est-ce qu'on réussit? Quelle est la marge de réussite ou d'échec? Et l'influence, c'est des valeurs palpables comme les dégâts, des points soignés, ou à quel point ton action réussit. Et je me suis dit, de toutes les façons, les deux vont souvent de pair. Et il y a de très rares cas où ça ne soit pas le cas et que ce soit bien séparé. Et puis du coup, j'ai commencé à chercher chaque élément, notamment dans le jeu de rôle action-aventure. J'enlève le jeu de rôle à narration partagée parce que je ne joue pas les masses. Et je retire les jeux apocalypse parce que je crois que ça fonctionne bien différemment. Donc au moins vous êtes prévenus. De toutes les façons, le système apocalypse, il est tellement codifié que je ne pense pas que le système apocalypse soit crunchy. Et puis, j'ai commencé à essayer de trouver les différents éléments inhérents au jeu de rôle action-aventure pour savoir qu'est-ce qui va être déterminant de si c'est crunchy ou pas. Alors, en premier, les caractéristiques. Les caractéristiques, je crois que j'ai vu des personnes dire oui, ah là là, avoir beaucoup de caractéristiques, c'est considéré comme crunchy. Je pense que ce n'est pas vrai. S'il y a un élément déterminant qui n'est pas crunchy, c'est les caractéristiques. Et je rajouterai même les compétences à la liste. Explication. Il y a des gens qui gravitent autour, des fois dans des systèmes simples, autour de trois caractéristiques. Voilà, ça va. Il y en a, pour une vaste majorité, c'est 6. Mais c'est 6 parce que Nanani cible un système des 20 qui correspond à telle ou telle chose. Et puis, je crois que c'est François Le Temps encore, de la chaîne JDR des 30 qui a bien mentionné ça, il disait il faut que les caractéristiques aient quand même un lien, ou plutôt un sens, vis-à-vis de ce quoi on est capable de faire dans le jeu. Donc on fait un état de performance. J'ai paraphrasé. Hein. Et il a tout à fait raison. Sauf que ce n'est pas tous les jeux qui ont besoin systématiquement de 6 points de caractéristiques. Pour preuve, la majorité des systèmes D10 ou des systèmes D100 peuvent avoir 12 caractéristiques. Ou 6. Ou moins. Ça varie en fait.
Je crois que l'essentiel à garder en tête, c'est que quels sont les éléments déterminants pour évaluer les différents niveaux de performance dans le jeu de rôle. Les caractéristiques, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que plus on a des caractéristiques, plus c'est difficilement lisible? Pas forcément. Parce que des fois, la dénomination des caractéristiques est plutôt facile à appréhender. Les 6 caractéristiques, facile à appréhender. Dans le système Edge, qui est un simili-système des 20, même si on utilise 3d6, il y a 9 caractéristiques. Et pourtant, il n'y a pas de problème de visibilité, de lisibilité. Warhammer première édition, il y a à peu près une douzaine de caractéristiques. Mais chacune est facilement appréhendable. Donc, ça ne peut pas être ça qui va être déterminant. C'est si comme ça commence à utiliser des dénominations abstraites que ça peut l'être. Mais la question est de savoir, les performances, si elles gravitent autour de certaines fonctions, est-ce qu'elles justement, elles vont finir par devenir quelque chose d'illisible? Je me rappelle pas avoir vu des caractéristiques qui étaient illisibles. C'est le processus du système qui l'utilise qui peut l'être. Voilà, je pense plus précisément à Anima. Et moi-même, je me suis posé la question de très nombreuses fois ces dernières semaines où en fait je me disais, de toutes les façons, il y a eu toute une symbolique dans le jeu de rôle que je suis en train de préparer. Et je me suis dit, 13 caractéristiques, est-ce que c'est pas beaucoup? Tu vois, moi je me suis posé la question innocemment. Et puis, évidemment, dans ma manière de regarder le processus de chaque truc, j'ai commencé à voir que, ouais, non, c'est le bon nombre. Parce que ce que j'explore, ce que les personnages peuvent faire, les performances, ce sont des choses qui sont très très importantes à nu pour pouvoir être utilisées, puisque c'était un simili-système décent. Est-ce que si je change de système, les 13 caractéristiques vont rester? La réponse est oui. Parce que chacune a une fonction bien précise et les choses qui vont graviter autour vont avoir des fonctions qui le sont tout autant. Et ensuite, on arrive à la deuxième couche. Est-ce que les compétences sont crunchy? Là encore, j'ai tendance à dire non. Il peut y avoir beaucoup de compétences, mais les compétences peuvent en fait avoir différentes applications qui ont une démarche explicative, de la même manière que les compétences peuvent juste être un bonus additionnel de contexte, ou, sans équivoque, c'est facile de comprendre exactement ce qu'on peut en faire. Certains systèmes qui utilisent des compétences ont des fois des applications différentes de comment faire les choses par rapport à la compétence. Mais c'est pas systématique à chaque jeu. Dans l'ensemble, dans la vaste majorité des jeux, que ce soit en système D20 ou D100, etc., la compétence, c'est une action, un domaine d'expertise contextuelle additionné à la valeur de performance associée, donc de caractéristiques, qui va être un bonus additionnel. Facile à comprendre. Est-ce que la compétence, mis à part le champ d'application de différents trucs qui est expliqué, est-ce que c'est possible? Que ce soit crunchy? Pas forcément. Je pense par exemple à True 20 qui est encore dans cette veine où il garde un peu de la 3.5. On t'explique dans les jeux les applications de base de la compétence, mais tu as des livres suppléments qui sont des livres de classe qui te disent ah, tu gagnes de nouvelles compétences et ces applications-là, mais tu as aussi des compétences qui existent déjà. On te dit voici comment on a décidé de gérer les applications. Mais ça, c'est plutôt une question de l'ordre de on a décidé de faire dans ce jeu-là qui est un petit peu un sandbox, ou plutôt un système universel, de réfléchir à de nouvelles applications de manière beaucoup plus simple pour pouvoir gérer les choses. Donc même s'il y a 2 paragraphes, ce que disent les 2 paragraphes sont assez faciles à appréhender. Sauf quand évidemment tu ne maîtrises pas le système impérial et on commence à te parler de kilomètres-heure, au lieu qu'on aurait dû te donner des données tangibles comme du mètre par round par exemple. Mais dans l'ensemble, ça passe. Donc si c'est pas ça, on va passer à l'autre étape, c'est ce qu'on appelle les aptitudes ou ce qu'on appelle les feats.
est-ce que ça, c'est considéré comme crunchy? Et moi, j'aurais tendance à dire, là, on tient quelque chose. Est-ce que les aptitudes peuvent être considérées comme crunchy? Je pense que potentiellement oui. Il y a un très très fort potentiel. Explication. Vous avez une mécanique spécifique. La mécanique, elle n'est pas forcément liée à des caractéristiques ou à des compétences. Elle est liée au setting, elle est liée à une identité de jeu, elle est liée à un fonctionnement spécifique, et tout ça mis au travers de plusieurs paragraphes, et surtout mis en avant dans un contexte bien précis, le contexte du setting. Par exemple, la capacité de renvoi de morts vivants peut être expliquée par le fait que dans ce monde-là, il y a des personnes, s'ils ont une foi assez débordante, elles font que la caractéristique de sagesse leur permette à ce moment-là de pouvoir repousser les morts vivants, et que c'est aligné sur une fonction de progression par niveau, ou encore par caractéristique, etc., etc. Ce qui fait que il y a tellement de paramètres qui peuvent être pris en compte que ça peut être difficilement, on va dire, ça va être difficilement assimilable. Mais au-delà de ça aussi, et c'est là où ça va faire partie d'une bonne partie de la réflexion avec un autre point, il vaut mieux que je le traite après, donc je vais le traiter après, que sont ce que j'appelle les actions spéciales, comme les sortilèges, les techniques ou les habilités psychiques. C'est que il y a tellement de choix possibles que dans certains jeux, comme c'est une franchise connue, les gens vont essayer de tout connaître. Mais à quel moment donné on a demandé aux gens de tout connaître dans la database du jeu de rôle? Le meneur de jeu, il vaut mieux qu'ils connaissent ce qui va être exposé. Mais les joueurs, pas forcément. Mais pourtant, il existe d'énormes informations. Et pourquoi là, ça pourrait vite être considéré comme crunchy? C'est parce qu'ils considèrent que le méta-jeu fait, on va dire, sensiblement partie du jeu. Ce qui n'est pas systématique, je dirais même qu'il a démontré dans la plupart des jeux. À aucun moment, un jeu te dit, toi, joueur, tu dois connaître tous les feats pour pouvoir en faire une sélection. Tu dois connaître les fonctionnalités des feats ou des éléments qui ont été choisis pour ton personnage ou que toi tu as choisi. Mais à aucun moment donné, on te demande de connaître toute une database. Et pour les joueurs, ben, j'ai envie de vous dire, plus en détail, n'hésitez pas à demander à votre meneur de jeu des informations vis-à-vis de certaines habilités, voire même que vous le voyez ensemble. Parce que si vous ne connaissez pas tout, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt, le meneur de jeu est prêt à tout accueillir dans son système. Même si c'est des règles officielles, même si ça veut dire qu'il posséderait les suppléments, s'il est au fait de la connaissance de certaines informations, c'est bien, mais il n'est pas obligé de tout connaître. Mais tout visiter ensemble vous permettra peut-être de prendre une meilleure décision. Mais au-delà de ça, les aptitudes ou les feats, je les mets dans des trucs différents, c'est-à-dire les éléments spéciaux d'un personnage. Est-ce que c'est quelque chose qui a le potentiel d'être crunchy? Ben, vu qu'il s'appuie sur de nombreux axes, si tu enlèves la composante selon laquelle en fait tu vas essayer, certaines personnes vont essayer de tout connaître, vaut mieux se rabattre sur la chose la plus essentielle, c'est-à-dire ce que toi tu vas avoir sur ta fiche. Et là, le résultat, il est un petit peu plus mitigé. Tous les jeux n'exigent pas que tu aies forcément un énorme pavé pour venir t'expliquer comment ton truc fonctionne. Des fois, c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Puisque moi, je prends l'exemple des systèmes D20, mais c'est pas forcément les systèmes D20 qui sont à prendre en compte là-dedans. De la même manière qu'il y a d'autres moyens de gérer les choses, comme par exemple, les choses deviennent assez courtes. Je reprends l'exemple de True 20. Dans True 20, ils ont jugé que les feats et les dons
étaient d'égale importance, ils ont fusionné les deux. Les dons sont devenus des feats. Après, tu as des conneries du style. À une époque, tu avais des conneries du style. Il faut que tu aies. Ça évolue par multiple de 4 en niveau, machin. Mais ça, c'est un système de merde. On va pas se le cacher. C'était crunchy. Est-ce qu'on peut considérer que c'était crunchy? Oui. Tu dois faire un tracking de l'évolution de ton truc par multiple. Ben, évidemment que ça va être casse-couille, surtout s'il y avait le multiclassage derrière en plus. D'ailleurs, parlons-en. Est-ce que le multiclassage est considéré comme crunchy? Tu prends les composantes des mécaniques que tu as choisies et tu les as choisies sur la classe. Ce qui va faire le cœur des habilités dans les systèmes des 20, c'est souvent la classe, pas la race. La race va ajouter des détails, mais c'est des détails mineurs. Et maintenant, tu dois les mélanger. Et tu rajoutes à ça le système de sauvegarde. Ça va être chiant à gérer. Et pourtant, moi, je prends l'exemple de True20, qui est un Similis 3.5, système D20 3.5. Ah ben, je trouve que, comme il y a moins de choses à gérer, c'est quand même pas mal d'avoir la gestion des différents tableaux de sauvegarde et que c'est très facile à suivre. Mais pourtant, ils ont mélangé les feats, ils ont mélangé les dons. Les feats sont beaucoup plus facilement expliqués, surtout que comme les dons étaient très explicatifs tout en étant très très condensés, comme tu as un mélange des deux, ils ont simplifié les feats pour qu'ils ont une meilleure visibilité. Donc, les aptitudes et les habilités peuvent être crunchy si c'est mal expliqué. Mais d'ordinaire, si je prends par exemple True20 comme exemple, à chaque niveau, tu gagnes soit un feat, soit un pouvoir. Si tu es un adepte, tu peux avoir des pouvoirs. Puisqu'ils ont considéré qu'un feat vaut un pouvoir. Ce qui est vrai. Dans True20, un feat vaut un pouvoir. Et d'ailleurs, parlons-en, les actions spéciales. Est-ce que c'est crunchy? Ben, c'est à peu près la même réponse que le choix précédent. Tu vas rajouter, oui, les domaines et aussi la table qui voudra que tu prépares des sorts. Nanani. La préparation de sorts et le système d'emplacement de sorts, c'est la pire invention qui soit. Il y en a même qui te disent du style, oui, si je tiens par le col la personne qui a inventé ça, bon, c'est un peu exagéré, on va pas se le cacher, mais oui, c'est vrai. Il y a des trucs qui sont inutilement chiants pour pas grand chose. Mais dans l'absolu, est-ce que c'est crunchy de connaître les sorts? Alors, je sais qu'il peut y avoir une objection, on pourrait me dire que oui, mais il y a des sorts qui sont plus pertinents, plus efficaces que d'autres. Mais vous savez pourquoi je ne prends pas cet avis-là? C'est parce qu'en fait, quand tu as une franchise gérée par des gens qui savent qu'un truc est abusé, mais ne le patchent pas parce que oui, ça rappelle les bons souvenirs, ça devient du branding. Quand la nostalgie ou une erreur mécanique devient officiellement quelque chose qu'on sait qu'on ne va pas toucher, tu peux pas dire que ton jeu il est équilibré. Le jeu n'a pas forcément pour but d'être équilibré. Mais quand même, quand tu montes plusieurs perspectives de jeu, à défaut que ce soit pas équilibré, il devrait avoir des fonctions où il y a une espèce d'égale importance entre les différents points. Et les actions spéciales, c'est ça qui va causer le schisme. Donc, c'est pour des broutilles que ça peut être chiant aussi, les feats. Et puis ensuite, il y a d'autres facettes, comme par exemple les équipements ou les objets ou les choses comme ça. Est-ce que c'est crunchy? La réponse est non. Il y a des trucs de fief ou de gestion de fief, etc. etc. C'est des règles assez spéciales. Mais, encore une fois, il y a des fois où c'est bien expliqué ou il y a des fois où c'est pas bien expliqué. Et puis il y a aussi la question de gérer certaines options qui sont dans les compétences. Comme par exemple ce qu'on appelle les performances, l'expression de certains métiers, justement, certains autres, ou la gestion d'un fief. Est-ce que c'est ça qui va rendre le jeu crunchy?
Et donc là, j'ai parlé de choses qui sont communes à de nombreux jeux de rôle, et c'est vrai que je me suis beaucoup focalisé sur le système des 20. Mais en vrai, le système des 100, c'est du pourcentage pour la plupart, ou des valeurs chiffrées qui vont souvent de 1 à 10, rarement au-dessus, mais ça peut arriver. Du coup, tu as ce rapport, ou moi ce que j'appelle le seuil, qui est en fait du score de réussite, qui est à quel pourcentage tu es capable d'exercer cette chose, et l'influence, c'est quelle est la valeur d'impact de ce que tu vas faire. Ben, c'est assez facile à gérer en fait. Que ce soit pour gérer ton fief, occuper un métier, tu as une audience. Imagine par exemple que comment dire ça, tu es un ménestrel. Tu veux faire une prestation. Tu vas faire ton test de présence pour faire ta performance. Tu mets le bonus de pourcentage pour la valeur musicale. Mais tu as un malus du style, il y a une différence culturelle. Toi, tu es un ménestrel du bas peuple, et là, tu es dans un milieu aisé qui a sa propre perception d'appréciation de la musique. Eux, ils ont l'habitude d'écouter des instruments à cordes frappées du genre du piano, de l'orgue, des choses comme ça. Toi, tu viens avec un tambour en pot. La différence culturelle peut constituer un malus. Mais tu vas réussir si tu réussis le test. Et à quel point tu réussis? Est-ce que tu réussis avec un écart de 10, de 20, des choses comme ça? Ou est-ce que tu as une caractéristique qui va te dire tu vas impacter à ce point-là? Les systèmes des 100 ou les systèmes des 10 sont plus faciles dans ce truc-là. Et je parle du système des 100 et des systèmes des 10, mais il existe aussi l'autre aussi des systèmes à notion progressive. C'est-à-dire que par exemple, tu utilises des dés et on te dit ouais, tu as la compétence à tel niveau, donc tu vas lancer tel dé. Du genre par exemple présence D12. Tu lances le D12 et du coup ça va se faire sur un spectre de difficulté. Et voilà. Donc conclusion, est-ce qu'il y a énormément de choses qui font qu'un jeu est crunchy? Ben en vrai, on a parlé de points techniques, mais il y a bien des éléments mécaniques qui sont plutôt narratifs et qui n'ont pas de chiffres à proprement parler. Comme le lore, comme par exemple les origines, comme certains jeux modernes qui commencent à arriver, qui te parlent d'appréhension des distances parce que les choses sont beaucoup plus abstraites et que tu n'as plus vraiment besoin de genre se déplacer de manière figurative ou non. Par exemple, il y a la notion d'engagement, de désengagement. Ah oui, est-ce que tu peux traverser en diagonale? Ce genre de choses. Ces éléments-là, comme le placement, ça peut être technique au point que les gens soient perdus. Mais si tu prends en compte tous les éléments qui vont composer une partie de jeu de rôle, ben, tu n'es pas obligé de tout connaître, mais il y a quand même des points qui comptent. Un guerrier sait que quand une personne va être engagée, s'il est à proximité du mage, il pourrait s'engager à proximité de son allié mage vis-à-vis de l'adversaire pour essayer de gagner un petit peu l'attention de l'adversaire du mage pour permettre au mage, en fait, si jamais son adversaire vient à être vaincu, que le mage puisse se déplacer pour se replacer ou tenter de lancer des sorts pour avoir une certaine ligne de vue, en fait. Je pense que quand on parle d'éléments mécaniques, il y a des choses, on ne te demande pas systématiquement de tout connaître. Quand on te parle de feat ou d'action spéciale, il y a toute une database, il y a toute une conception, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être, on va dire, pas imprécises, mais qui va être dépendant de comment le jeu va structurer les choses. Mais quand tu regardes la tournure narrative, la tournure du déroulé de scénario et aussi des différents événements qui pourraient arriver, ben souvent ce qui est laissé à une certaine forme d'interprétation n'a pas des règles ultra lourdes pour pouvoir gérer. C'est très très rare en fait. Donc en mettant les choses bout à bout, est-ce que la définition de crunchy, elle a une espèce de... Est-ce que c'est vraiment un barème, un élément étalon pour dire il y a un rapport de crunchiness ou non?
J'ai l'impression que tu peux pas le mettre en barème, en fait. Quand j'ai fait mes lectures holistiques, et que j'ai fait ce système de graphique là que j'ai mis l'accessibilité. Je pense je pense qu'on peut se baser sur ça pour faire une conclusion en disant que il y a des jeux qui nous seront plus accessibles pour certaines raisons et moins pour d'autres. Mais que certains facteurs sont suffisamment importants pour pouvoir déterminer en fait ce rapport d'accessibilité. On a vu que par exemple la masse de données, il peut exister une masse de données si tu décides d'en faire abstraction ou que tu choisis de choisir au moment où tu as besoin de le faire, mais tu n'as aucun couteau sous la gorge pour te demander de te précipiter. Voilà. On ne demande pas aux meneurs de jeu, on demande pas aux meneurs de jeu et des joueurs de tout connaître. Mais il y a quand même une petite composante dans la vision du jeu de rôle où si les règles sont trop compliquées ou sont à un niveau de complexité où en fait on met les éléments bout à bout et on pense à un certain rapport de synergie, ce qu'on pourrait appeler le méta-jeu. Si tu considères que le méta-jeu ou la pleine lecture de la méta-jeu fait partie du jeu, ben il y a des jeux où en fait tu sens que ça peut avoir un poids et d'autres pas. Donc c'est pas systématique. Donc à cause de cette espèce de difficulté à estimer les choses, j'ai plus tendance à croire que le crunch dans le jeu de rôle, c'est surtout une affaire de lisibilité des informations et de traitement des informations, de mise en relation. C'est pas tellement une affaire de c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'un jeu va être crunchy. C'est si c'est facile de traiter les choses ou pas qui va l'être, et la masse des différentes choses aussi, puisque la définition qu'on avait mis au début, c'est peut-être que la succession de différents éléments vont venir peser sur les choses. Et la manière dont on perçoit les choses ou les informations est différente. Donc je pense qu'on est dans une espèce de juste milieu où j'aurais tendance à dire que c'est plus la capacité d'une personne à assimiler les notions, plus ou moins la lisibilité des différentes choses qui sont mises dans la composition, plus aussi la capacité à entrevoir l'évolution ou la progression du personnage ou même de la campagne qui va permettre de déterminer si un jeu est crunchy ou pas. Mais ça sera toujours quelque chose de l'ordre du personnel. Par exemple, je trouve que Anima, c'est un jeu qui a tendance à submerger énormément de points de règles ou de mécaniques, au point que je trouve ça chiant, parce qu'il y a beaucoup de calculs chiants à faire. Tout comme par exemple dans le WinQuest le plus récent, la manière dont sont disposées les informations et aussi la structure de l'univers et des résultats ou encore de l'impact qu'une personne peut avoir en cas de réussite ou d'échec, c'est quelque chose qui ne va pas me plaire. Par exemple. Ce qui fait que le rapport d'accessibilité est une bonne composante pour pouvoir juger un jeu de rôle et que le rapport de crunch, le terme crunch est peut-être un terme qui n'est pas assez précis. On devrait plutôt parler de son rapport à l'accessibilité ou de l'accessibilité du jeu en général. Mais comme chacun a un rapport différent de compréhension, ouais, je parlerai plutôt de rapport d'accessibilité globale du jeu. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été très déterminant pour moi. Par exemple, quand j'ai fait quand j'ai réfléchi à quel jeu de rôle je voudrais jouer récemment, j'étais en train de travailler sur la semaine d'exposition sur Knave seconde édition que j'ai faite récemment.
Vous verrez le lien à la fin de la vidéo. Et pendant cette période-là, pendant que je lisais Knave depuis que je l'ai obtenu, je voulais aussi peut-être me mettre sérieusement à Pathfinder seconde édition. Sauf que quand j'ai lu Knave, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment prendre un système des 20 comme Knave? Et je vais me dire, après ça, après avoir lu, après avoir vu ce que ça apportait, que je vais me mettre à Pathfinder seconde édition. Et l'accessibilité a été une composante déterminante dans mon choix. Je pense que j'aurais plus tendance à assimiler les données de Pathfinder seconde édition, le setting, la database, la conversion. Surtout que la conversion est assez courte, je pourrais faire des choses assez facilement là-dessus. Il y a les caractéristiques en commun. Il y a le rapport en fait comment ça s'appelle, des classes, c'est ça, des classes, des races. Je peux faire des choses beaucoup plus adaptées pour Knave avec une simplicité enfantine et faire jouer ça sous Knave plutôt que de passer dans l'archive de Netis et de mémoriser tous les trucs de la seconde édition. Est-ce que ça voudrait dire que je ne joue pas, je jouais... Je pense que je jouais dans le monde de Golarion, mais est-ce que ça voudrait dire que je joue à Pathfinder en seconde édition? Probablement pas. Mais en même temps, j'avais expliqué par le système des voix dont j'avais parlé en revue maison, qu'il y a le moyen de faire valoir le ressenti d'une classe d'un système des 20 sans avoir tous les trucs compliqués, les options, les mécaniques ou les choses comme ça. Je dirais même qu'on peut même clipser les différentes mécaniques comme les feats d'une certaine façon pour donner des expressions de classes différentes ou des archétypes. Puisque maintenant, le multiclassage, c'est plus ou moins considéré comme ringard maintenant. Donc, comme tout est clipsable comme des pièces d'un puzzle, j'aurais plus d'aisance à faire du Knave seconde édition dans le monde de Pathfinder plutôt que de faire du Pathfinder et puis de dire ouais je vais utiliser Knave en compensation. Et c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Donc à cette question de rapport, est-ce que par exemple je dirais un truc du style Pathfinder 2 c'est crunchy? Non. Ce que je dirais c'est j'ai Knave qui est beaucoup plus accessible. Et que même si j'ai les données de Pathfinder 2, c'est-à-dire les livres, les suppléments, les classes, machin, je saurais adapter en un claquement de doigts les classes, les races, et les classes, les races, l'idée de carrière, et les créatures. Et je dirais même que certaines créatures, je peux voir un profil d'une créature dans Pathfinder 2, et je peux faire 5 interprétations de créatures différentes. Et que ce soit dans l'esprit de Golarion. Donc voilà ma conclusion là-dessus. Je pense que le terme crunchy, c'est la définition qui a été donnée au départ, selon les personnes, ça donne déjà pas mal d'indications. Mais en fin de compte, on devrait dire quelque chose du style « Je trouve que ce jeu est accessible » ou « Ce jeu n'est pas assez accessible » ou « Je ne le trouve pas accessible ». Tu exprimes ton opinion, tu soulèves le point qui est dérangeant ou les points qui sont dérangeants et du coup je trouve que ça assainit la perception que tu donnes aux gens de ce que tu transmets comme message en fait. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ça sera la rubrique Newton and Masterminds. Et on va voir si le jeu, il est crunchy. Spoiler, il ne l'est pas. Allez, à la prochaine fois.